Bonjour, c'est parti pour cette deuxième table ronde, deuxième moment d'échange de l'après-midi consacré à l'eau, les solutions au service des agriculteurs, sondes, stations connectées, bilan hydrique en volume limité, optimisation de la consommation en eau des espèces et des couverts. Alors, pour parler de ce sujet, j'accueille Clémence Aliaga, ingénieure régional Arvalize. Bonjour. Et à côté de vous, Adrien Chassant, responsable innovation chez Maïs Adour. Alors, pour commencer, Clémence, alors c'est vrai que c'est toujours ça, le pilotage de l'irrigation. On va recommencer quelque part par la base, le principe, mais quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on arrête ? Oui, donc effectivement, le pilotage de l'irrigation, avant de rentrer dans des choses très très compliquées, donc c'est déjà les règles de base à connaître, hein, sans qu'il y ait besoin de, notamment d'outils. Donc c'est quand est-ce que je commence ? Donc le maïs, ses besoins, ils commencent à être très très importants. Donc à partir du moment où il commence à faire ses organes reproducteurs, donc c'est-à-dire au stade 10 feuilles. Donc au stade 10 feuilles, effectivement, il faut se poser la question de savoir dans quel état est son sol. Est-ce qu'on a encore de la réserve ou pas en eau, et pas oublier aussi d'anticiper de la durée du tour d'eau. Donc ça, c'est quand est-ce que je commence, et ensuite quand est-ce que j'arrête. Là, l'indicateur, ça va être l'humidité du grain. Donc à partir de 50% d'humidité du grain, il faut effectivement se poser la question de savoir si on arrête ou pas l'irrigation. Et donc là, c'est là aussi où des outils de pilotage vont être importants pour savoir si quand je suis à 50% d'humidité du grain, j'ai une réserve en eau du sol qui est complètement utilisée, auquel cas il faudrait envisager un dernier tour d'irrigation, ou si au contraire j'ai des réserves qui sont encore confortables et qui me permettent de tenir jusqu'à la fin du cycle. Alors on utilise quoi comme indicateur ? Alors pour justement s'aider dans ces prises de décision, les indicateurs qu'on peut utiliser, c'est surtout des indicateurs indirects, puisqu'il n'existe pas d'indicateur au niveau de la plante pour savoir si on est en stress hydrique ou pas, ou en tout cas de manière assez précoce pour qu'on puisse derrière intervenir. Donc du coup, on utilise des indicateurs indirects qui sont liés soit au sol, c'est-à-dire des mesures du sol, donc de l'état hydrique du sol, ou alors on peut utiliser des indicateurs issus de la modélisation, avec un bilan hydrique par exemple, qui va justement modéliser les entrées et les sorties d'eau et permettre de savoir si on est encore dans une zone confortable au niveau de la réserve, ou au contraire si on commence à être en réserve de survie. Est-ce que vous pouvez préciser quand on dit indicateur indirect, concrètement, c'est quel type de chiffre ? C'est que justement, en fait, on n'est pas sur de l'azote, par exemple. On peut mesurer directement sur la plante, par exemple, la teneur en chlorophylle. C'est-à-dire, on sait que si on est sur des teneurs en chlorophylle qui sont basses, on est sur une plante qui est en stress azoté. Si on est sur des teneurs en chlorophylle qui sont hautes, ça veut dire qu'on est au contraire qu'on n'a pas de problème de carence azotée. Sur l'eau, il n'existe pas ça. On n'a pas d'indicateur directement sur la plante. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par des mesures qui ne sont pas qui mesurent pas l'état de la plante, qui mesurent l'état du sol. Et c'est ça où justement c'est un peu plus indirect que si on mesurait directement sur la plante. Peut-être si on peut rajouter, Clémence, sur la visibilité du stress hydrique chez le maïs, en fait, quand on le voit, ou quand on voit les feuilles fermées, c'est que c'est beaucoup trop tard pour la plante. C'est ça, hein ? Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est-à-dire quand on voit des maïs qui commencent à se flétrir, etc., ou à être en forme de baïonnette, c'est effectivement déjà trop tard, et ils sont dans des états qui sont où on peut déjà avoir eu des problèmes sur le rendement, quoi. Alors, Clémence, vous avez posé les bases du pilotage de l'irrigation, mais derrière, concrètement, sur le terrain, Adrien, vous, au niveau du service innovation, quels outils vous utilisez ? Alors, en fait, sur la partie déploiement, c'est-à-dire tout ce qu'on propose déjà aux agriculteurs, on travaille des outils de modélisation qui sont faits par Arvalize, qui s'appelle Irelis. Donc ça, c'est un outil qu'on propose qu'on travaille depuis plus de 10 ans maintenant et qu'on propose aux agriculteurs. Donc ça permet, comme l'a dit Clémence, de modéliser le bilan hydrique et de piloter son irrigation. La particularité, c'est quand il a été conçu ce modèle, c'est que, Clémence l'a dit, la partie sol est hyper importante dans le pilotage de l'irrigation. Et il y avait un certain nombre de sols au pluriel préenregistrés avec des caractéristiques propres, la réserve utile, la profondeur d'enracinement, etc. Et en fait, ce qu'on a proposé, nous, aux agriculteurs qui souhaitent suivre ce service-là, c'est qu'on va dans la parcelle, on fait un profil de sol et on mesure réellement ces paramètres-là pour les re-rentrer dans l'outil de modélisation pour être, entre guillemets, au plus fin
du paramétrage. C'est-à-dire, par exemple, on met un sol sableux avec 25 mm de réserve utile qui est préenregistré, et peut-être qu'il y a des sols où on peut tomber dans 35 ou 45 mm. Et donc ça, on va dans le champ, vérifier, et on reparamètre cet outil-là. Alors on s'affranchit complètement des systèmes de sonde là. Alors ça, c'était le système historiquement, et puis petit à petit, on a... en fait, on s'est ouvert, on va dire, à la partie sonde et mesures concrètes dans le sol, grâce à tout le travail qu'on fait notamment avec la société Winat, puisque du coup, le pilotage et la modélisation passent par l'interface Winat dorénavant. Et en plus, on a, grâce à ça, tout un catalogue à notre disposition, de dispositifs au champ pour mesurer à la fois dans le sol l'état hydrique, et à la fois aussi dans l'air, c'est-à-dire la température, etc. pour suivre. Donc on a toute une gamme complète, et ça permet aussi de convenir à différents types d'agriculteurs. Enfin, je veux dire, on est les premiers à être différents dans notre confiance et notre caractère, et donc on va se dire, voilà, moi je vais plus faire confiance à une sonde qui mesure réellement dans le sol en temps réel, on va dire, l'humidité, plus qu'un modèle qui va être une simulation, même si c'est basé sur des vrais chiffres. Donc en fait, c'est la confiance que chacun va accorder dans les différents types, et du coup, nous, pour permettre à chacun des agriculteurs et d'accorder leur confiance dans le système qu'ils préfèrent, maintenant on déploie les deux types de systèmes, si on peut les résumer comme ça. Alors, vous parlez de confiance dans son système, ça c'est très important, mais après dans les faits, est-ce qu'il y a des marges d'erreur plus importantes sur l'un ou l'autre concrètement ? Non, on a des efficacités, ou en tout cas des réalités ou des chiffres qui sont apportés, qui sont complètement cohérents. À l'époque où Arvalis avait construit cet outil-là d'Irelis, il y avait eu tout un travail qui avait été fait par nos services en interne de comparaison justement entre les outils de modélisation, les sondes, et en fait on s'était rendu compte qu'il y avait aucun écart, enfin il y avait très peu d'écart, ou en tout cas c'était négligeable dans le pilotage d'irrigation. Donc de ce côté-là, il n'y avait aucun souci. Je parlais de confiance aussi, c'était aussi mine de rien d'entretien, parce qu'en fait une sonde, il faut la mettre au champ, il faut faire attention de ne pas la casser, ça veut dire qu'il faut la mettre au bon moment et la sortir au bon moment avant qu'on récolte les cultures. Voilà, ça demande un entretien différent, on va dire. Le modèle, c'est différent, il faut aller se connecter sur l'ordinateur, il faut rentrer certaines données, il faut le suivre, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes, et j'ai envie de dire, qui est libre à chacun de suivre ça, quoi. Alors, petite précision, Clémence, Irelis, alors comment ça a été construit ? Est-ce que ça évolue encore aujourd'hui ? Voilà, comment ça vit ce modèle ? Donc c'est tout simplement un modèle de bilan hydrique, donc ça n'a rien de très sorcier. Donc le principe, c'est effectivement de modéliser l'état hydrique du sol en fonction donc des entrées. Donc les entrées, c'est pas compliqué, c'est soit de l'irrigation, soit de la pluie, et ensuite tout ce qui peut sortir, donc c'est-à-dire soit de l'évapotranspiration de la plante, soit tout ce qui est des pertes par drainage ou ruissellement. Donc en fait, le principe, c'est qu'on fait varier le stock en eau du sol en fonction de ces différentes choses. Alors tout ce qui est pluie, c'est là aussi où historiquement on faisait en fonction de certaines stations météo qui étaient connectées à l'outil. On se disait tiens, on va se rapprocher des données de telle ou telle station météo, et c'est là où on gagne en précision, en fait, à avoir par exemple des stations connectées, puisque là on a vraiment de la pluviométrie qui est la pluviométrie réelle de la parcelle. Donc là on a beaucoup gagné par rapport à ça. L'autre possibilité, c'est effectivement que l'agriculteur puisse rentrer directement, mais là, pour le coup, on gagne en confort, on va dire, d'utilisation, avoir des stations connectées. Et puis, leurs irrigations, elles peuvent être rentrées aussi manuellement. Et sur la partie, en fait, modélisation des sorties, donc en fait, quand on parle des sorties, c'est l'évapotranspiration réelle de la plante. Et là, on a un modèle qui va modéliser justement la croissance de la plante et qui va faire augmenter les besoins, en fait, en fonction des stades. Et c'est là, en fait, où nous, on apporte une grande expertise au niveau du cycle des cultures, puisque toutes nos variétés, en fait, les variétés qui sont renouvelées assez souvent, quand même en maïs notamment, elles sont paramétrées en fonction, on a toute une base qui nous permet de dire telle variété, elle a telle date de floraison, telle date de maturité, etc., ce qui nous permet de modéliser du coup le cycle.
Et donc c'est un outil qui évolue là, justement parce qu'il est mis à jour en fonction des différentes des évolutions variétales, mais où on essaie aussi de paramétrer de nouvelles cultures, puisqu'en fonction des demandes qui sont faites aussi par les utilisateurs, on a été amené à paramétrer d'autres cultures, puisque là, pour le coup, il n'y a que la partie culture à changer. Donc, on a paramétré des légumes, on a paramétré du soja, etc. etc. Donc, effectivement, on essaie de faire évoluer pour pouvoir couvrir beaucoup plus de cultures. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai parlé un peu de deux systèmes en parallèle, mais finalement, il y a des connexions qui existent. C'est ce qu'a cité Clémence, c'est-à-dire que dans le modèle de bilan hydrique, en fait, il y a des simulations sur l'aspect météo. Et nous, ce qu'on a déployé aussi en trio, c'est-à-dire Arvalis, Winat et nous, c'est en fait de pouvoir mettre des pluviomètres connectés qui sont dans les parcelles et en gros d'indiquer la pluie réellement tombée sur la parcelle dans le modèle qui lui recalcule et donc s'adapte. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, notamment sur des orages par exemple, on peut avoir aussi à 100 mètres sur notre droite, on peut avoir 30 mm et puis à 100 mètres à gauche, en avoir que 5. Et du coup, le modèle, lui, va être un peu perdu, ce qui est normal, je veux dire, c'est tellement à couper au couteau que du coup, ça permet de recaler directement et ça simplifie aussi la vie de l'agriculteur. C'est-à-dire que la pluie, elle est transférée directement dans le modèle via le capteur au champ et il n'a pas besoin de ressaisir, etc. Donc ça, c'est des liens, on va dire, entre les deux systèmes qui sont hyper fonctionnels. Clémence, vous voulez réagir? Non, il y a autre chose aussi qui est fondamentale quand on parle de modélisation, c'est cette partie, en fait, ce qu'a évoqué Adrien, c'est-à-dire le sol, puisque on a des bases de données sol qui sont paramétrées effectivement pour dire, tiens, sur ce tel type de sol, ça va être telle profondeur, etc., etc. Mais c'est là où l'expertise réelle est hyper importante, d'aller voir sur le terrain ce qui se passe et quel est le type de sol, la profondeur d'enracinement, etc., etc. Alors, j'ai lu sur le site internet d'Arvalis, Irelis permet d'économiser entre 20 et 60 mm d'eau sans baisser de rendement. Ce chiffre, on est dans l'ordre d'idée, c'est ça? Dans quel contexte? Alors ça, c'est des vieilles études, puisque effectivement les essais irrigation, ça fait longtemps qu'on en fait. Donc ça, c'est effectivement des choses qui ont été vérifiées. Il y a à l'époque, on a développé le modèle, donc ça date quand même de plusieurs années, oui. Alors derrière Adrien, j'aimerais qu'on parle. Vous avez développé au niveau de Maïs Adour IriFarm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi être allé un peu plus loin et quel était l'objectif? C'est tout le service en fait complet, on va dire. Je parle souvent en gros du moteur et puis de la carrosserie de la voiture. Nous, ce qu'on a essayé de proposer à l'époque, c'était un service complet pour l'agriculteur, en se disant il y a à la fois le moteur avec Irelis d'Arvalis et sa reconnaissance que ça peut avoir, qu'on recalibre au plus près avec nos mesures dans le champ réel qu'on va aller faire, pour que l'agriculteur, en fait, on ait certes un modèle de bilan hydrique qui permet de piloter et avec sa marge d'erreur, on va dire, mais qui soit le plus fine possible puisqu'on corrige les valeurs de sol. Et en plus, maintenant, on le complète avec un pluvio connecté si besoin pour avoir, on va dire, les vraies valeurs de pluviométrie et de météo. Donc, c'est cet ensemble-là, c'est ce service d'ensemble en fait qu'on propose aux agriculteurs. Et du coup, c'est pour ça il est dans le public, mais on a un service qui est dédié maintenant à ça pour déployer et puis suivre déployer chez les agriculteurs, les accompagner, les suivre. Dans le paramétrage si c'est des nouvelles parcelles, dans le bilan en fin de campagne, etc. etc. Donc c'est tout ce service-là, IriFarm, qu'on peut proposer. Alors quand vous parlez de connaissances plus précises du sol, c'est de matière organique, c'est quoi? En fait, on vient faire à la fois une analyse de sol pour avoir la granulométrie, pour avoir la réserve utile à 30 cm de profondeur de sol. Et puis après, c'est un profil de sol vraiment qu'on va faire dans la parcelle. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent témoigner dans les épaules ou dans les coudes, parce que c'est des profils qu'on fait à la main dans les parcelles. Et puis en fait on descend jusqu'au ce qu'on estime comme étant la limite de base du sol, on va dire, et la limite d'enracinement du sol, d'enracinement des plantes, pardon. Et donc après on projette cette RU à 30 cm sur la profondeur qu'on a mesurée, et ensuite on vient la recalculer, enfin on vient la re-indiquer dans Irelis.
Et du coup, l'outil se reparamètre tout seul et il préconise après les irrigations de l'agriculteur au mieux. On est à quel stade de déploiement de cet outil? On est au début, enfin voilà, il y a combien d'agriculteurs qui sont concernés? C'est un outil qui est déjà bien déployé. Nous, alors de mémoire, on est à plus d'une centaine d'agriculteurs qui utilisent cet outil-là. Alors on estime que c'est au moins une dizaine de milliers d'hectares qui sont pilotés avec ça, parce que en fait c'est dur de savoir ce qui est normal, c'est-à-dire qu'il y a des fois des agriculteurs qui paramètrent des parcelles, et en fait c'est cette parcelle-là qui sert de référence pour en piloter d'autres, pour déclencher, parce que le type de sol est proche, parce que la météo est la même, etc. Donc nous on estime que c'est au moins une dizaine de milliers d'hectares qui sont pilotés comme ça. Et après, sur la partie capteurs, c'est 400 capteurs qui ont été déployés jusqu'alors sur le terrain. Donc c'est des choses qui sont bien implantées, bien maîtrisées maintenant par les agriculteurs qui l'utilisent, maîtrisées à la fois dans le fonctionnement et puis dans l'utilisation après dans la gestion de l'irrigation, quoi. Comment on les motive les agriculteurs à tenter ce genre de solution? Voilà, quels sont les arguments? C'est-à-dire que ils ont forcément une contrainte économique, un investissement, retour sur investissement. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs aspects. C'est que justement en travaillant avec Arvalis, et puis même c'est des chiffres qu'on peut trouver. En gros, nous, ce qu'on avait estimé, c'est que quand on couvre 10% supplémentaire des besoins du maïs, de la plante en l'occurrence, puisque c'est ça qui nous rassemble, en fait, on peut gagner entre 5 et 7 quintaux à l'hectare. Donc ça, je pense que c'est du retour sur investissement direct, on va dire, dans le pilotage de l'irrigation. Après, il y a aussi des agriculteurs qui sont contraints aussi au niveau de l'irrigation, qu'on soit la contrainte en termes de volume, soit ou la contrainte en termes de matériel, c'est-à-dire qu'ils ont un tour d'eau qui est très long parce que il n'y a pas 25 enrouleurs, il n'y a pas 25 personnes qui peuvent le suivre, etc., etc. Et donc, ce qu'on a travaillé aussi avec Arvalis, c'est de pouvoir paramétrer ces contraintes dans l'outil de modélisation. Et de pouvoir essayer d'anticiper et de prévoir un calendrier d'irrigation à l'agriculteur en début de campagne qui se réactualise en fonction de la météo, bien sûr, et des apports qui sont faits à l'agriculteur. Cette dimension de production sous contrainte, on est au stade du développement encore, ça c'est pas encore déployé. Oui, en fait, pour l'instant, c'est le modèle existe, mais il faut qu'on le valide dans beaucoup plus de situations, puisqu'effectivement, Irelis, c'est un outil qui est utilisé non seulement dans le sud-ouest, mais aussi sur tout le territoire, et sur des cultures aussi comme la pomme de terre, etc. Donc ça demande aussi à être testé, puisque nous, c'est vrai que dans notre région, on a quand même fait un certain nombre d'essais, donc on est assez confiant sur les résultats, mais ça demande encore à être validé, et ensuite à passer à l'échelle industrielle, ce qui est encore une autre étape. Alors la production sous contrainte, on met quoi comme contrainte? On rentre dans l'outil, qu'est-ce qu'on met et voilà, qu'est-ce qu'on espère comme gain? En fait, l'idée, quand on a un volume limité, c'est justement de se dire comment est-ce que je répartis. C'est toujours la question que se posent les agriculteurs, parce que le risque à démarrer trop tôt, mais c'est qu'on n'ait plus assez en fait d'eau pour la fin de cycle, et le risque à démarrer trop tard, c'est effectivement qu'on ait perdu du rendement pour rien, d'avoir été trop prudent et d'avoir perdu du rendement pour rien. Donc on essaye en fait ce qu'on met comme contrainte, c'est effectivement le volume qui est à disposition de l'agriculteur, et ensuite on rentre la variété, bien sûr l'espèce, et sa date de semis, on va dire prévisionnelle. L'idée, c'est de se dire, je vais regarder en fréquentiel chaque année quel est le meilleur scénario d'irrigation pour ma culture. Donc déjà, quels sont les besoins et comment j'y réponds au mieux avec l'eau que j'ai à disposition. Et ensuite, derrière, ça nous donne du coup un scénario, on va dire, préférentiel, celui qui maximise, on va dire, mes besoins en eau, on va dire, le plus fréquemment. Et ça se transforme en calendrier prévisionnel d'irrigation pour l'agriculteur. Donc, on va dire, voilà, on va de manière fréquentielle, pour toi, dans ta situation, avec telle variété semée à tel moment, ton calendrier d'irrigation, c'est celui-là. Mais sauf que ça, c'est uniquement du prévisionnel. Donc derrière, il faut coupler ça avec de la météo réelle. Donc ensuite, ce scénario qu'on donne
en début de campagne en disant ben voilà, il va falloir irriguer tant de fois, 5 fois, à tel moment, tel moment, tel moment, en fonction des conditions météo. S'il pleut en début de cycle, eh bien, on va décaler la première irrigation, ce qui permet éventuellement d'avoir plus de pouvoir couvrir une partie plus large du cycle si derrière il commence à faire sec, etc., etc. Si au contraire il pleut pas, on déclenche la première irrigation et ensuite, en fonction de la pluviométrie, eh bien, on met à jour pour voir si on continue comme c'était prévu ou au contraire on doit se mettre à jour. Alors, on prend comme base, si je comprends bien, le scénario idéal. Ce scénario idéal, il se base sur quoi? Sur une météo moyenne des 10 dernières années alors en fait, ça se tourne sur 20 ans et on regarde effectivement, on a plusieurs règles de décision pour l'irrigation et on regarde quel est le scénario qui nous permet de couvrir le maximum des besoins le plus souvent en fait. D'accord. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, est-ce que c'est, par exemple, je commence très tôt, quoi qu'il arrive, je commence très tôt et j'irrigue tout ce que je peux jusqu'à la fin, ou au contraire, je garde un petit peu et j'essaie de maximiser la couverture de mes besoins au moment de la floraison, etc. Et on regarde quelle est la stratégie qui permet d'avoir les meilleures chances d'avoir le maximum de rendement tous les ans, on va dire. Et sur ce modèle, par exemple, là, dans le département, c'est quoi la tendance? C'est de dire non, faut pas commencer trop tôt ou comment? Oui, je sais bien que c'est relatif, mais ce qu'on a travaillé avec Maïs Adour, effectivement, c'était plutôt ça. En fait, c'était ça, se dire il faut maximiser la couverture des besoins à la floraison, pas commencer trop tôt, mais faire attention quand même à bien encadrer la floraison. Adrien, c'est prometteur ce système? Vous le suivez, vous l'accompagnez? Comment? Oui, complètement. Nous, c'est les essais qu'on a fait, donc on validait techniquement que justement ça pouvait apporter un plus. Nous, effectivement, on attend impatiemment que ça puisse être en option, on va dire, sur l'outil. Et puis surtout, nous, ça permettrait vraiment je pense en tout cas, de correspondre à des besoins d'agriculteurs à certains endroits. C'est-à-dire voilà, tous ceux qui sont contraints dès le départ de pouvoir paramétrer avec ça, parce qu'en fait, quand on dit piloter l'irrigation, il y a une équation qui est très compliquée pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il y a tout qui rentre en jeu. C'est la disponibilité humaine, c'est la disponibilité matérielle, la disponibilité en eau, c'est la réglementation, c'est les restrictions estivales, c'est les outils de pilotage. Donc en fait, quand on met tout ça à bout, c'est quand même vraiment pas simple. Plus les pannes matérielles, évidemment, puisque forcément ça arrive toujours quand on s'en sert ou au mauvais moment. Donc c'est vraiment une équation compliquée à résoudre. Et donc nous, l'objectif, c'est quand même d'essayer de certains éléments de l'équation, soit de les supprimer, soit de les simplifier, ou en tout cas de les rendre plus lisibles pour l'agriculteur, quoi. Alors, quand on a préparé cet échange, Clément, je crois que c'est vous avez évoqué, là, si on couvre 10% des besoins supplémentaires de la plante, on gagne des quintaux, c'est ça? Non, c'est Adrien qui précisait le chiffre. Oui, on l'a précisé, mais je pense qu'on peut le tamponner à Arvalis et Maïs Adour, mais effectivement, c'est les chiffres qu'on avait montrés. Voilà, en se disant, idéalement, faudrait arriver à couvrir 100% des besoins du maïs. Après, on sait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qu'on arrive rarement à 100%. Après, c'est comment on limite, en tout cas, comment on atteint le plus près possible de ces 100%. Et donc, ce qu'on avait montré, nous, c'est que en couvrant une dizaine de pourcents des besoins de la plante supplémentaires par rapport à ce que pouvait faire l'agriculteur, par exemple, on arrive, selon les variétés, selon les parcelles, les types de sol, etc., à aller challenger entre 5 et 7 quintaux supplémentaires sur le rendement. Alors, ce nouvel outil de modélisation de production sous contrainte, on peut l'espérer, le voir quand, quelque part sur le marché, disponible au plus grand nombre d'agriculteurs? Non, il n'y a pas trop de... On ne va pas trop s'avancer sur des dates, mais on fait le maximum pour qu'effectivement ça passe. Tout simplement, il faut que ça soit codé dans des outils informatiques. Donc il faut des gens pour coder dans des outils informatiques. Mais on n'est pas à horizon 10 ans, quoi. On est beaucoup plus proche, quoi. On espère, oui, effectivement, que ça sera plus rapide. Moins de 4 ans, quoi. Oui. Ouais, allez. Est-ce qu'il aura un petit nom? Il n'y a pas de nom encore de... Non, il release volume limité. Oui, disons, comme il est intégré à un outil existant, je pense que ce sera des modules en fait, d'affichage qui seront supplémentaires ou pas.
Enfin, je sais pas, je suis pas codeur ni informaticien, mais Non, en gros ça s'affichera comme ça, quoi. c'est une fonctionnalité différente, mais effectivement, après peut-être que volume limité, c'est pas très vendeur, donc il faudra trouver quelque chose de plus sexy, mais sinon. Ça C'est restera- parlant. En attendant, pour l'évoquer aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres, voilà, puisqu'on va arriver vers la fin de cet échange, est-ce qu'il y a d'autres outils sur lesquels vous travaillez en R&D Alors travailler c'est un grand mot, mais en tout cas on reste en veille et on échange justement avec Arvalis là-dessus sur tout ce qui est satellite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se font grâce aux satellites parce que il y en a de plus en plus, donc on a de plus en plus d'observations de nos parcelles. On a des résolutions qui sont de plus en plus fines. On a des accès qui sont en plus maintenant parfois gratuits à de la donnée et des informations. Donc il y a des gros travaux qui sont faits sur l'exploitation des images satellites et ce qu'on peut en faire dans l'agriculture, et notamment en lien avec l'irrigation. Alors après, on est quand même un peu plus... Là, c'est quand même beaucoup plus prospectif parce qu'on a encore du mal quand même, notamment parce qu'on a dit au départ de la conférence avec Clémence, c'est que quand le maïs, on voit visuellement qu'il y a un stress hydrique, il est trop tard. C'est pas trop tard, mais en tout cas, la plante est en stress hydrique depuis déjà un moment. Donc ça veut dire que si on l'observe avec un satellite, ça veut dire qu'on est déjà un peu tard par rapport au positionnement. Mais sur d'autres cultures, ça commence à arriver. Et donc j'ai bon espoir que y a quand même assez de monde qui travaille sur ce sujet-là. Et je pense que l'aspect satellite, ou en tout cas observation d'au-dessus de nos cultures, pourra nous apporter pas mal de solutions. Ouais. Le satellite, l'idée c'est quoi? C'est de venir en complément ou de remplacer des sondes, de compléter l'information? Comment? Là, c'est peut-être mon avis personnel. Je pense que ça ne viendra jamais remplacer une mesure effective dans le sol par une sonde tensiométrique. Par contre, ça pourra... je reprends mon équation, mais dans les règles de décision de l'agriculteur, se dire la sonde elle me dit ça, l'image satellite me dit ça, le modèle météo me donne ça, etc. Et donc dans ma prise de décision, j'ai tout un tas de facteurs qui me font dire qu'il faut que j'irrigue ou il faut que j'irrigue pas, ou que voilà. Donc je pense que ça fera partie des outils. Je pense pas que ça remplacera, ou en tout cas à ma vue à moi, c'est-à-dire moyen terme. Après, peut-être qu'un jour, on aura des satellites qui verront de manière ultra précise et qui feront plein de choses. Mais voilà. La question, c'est plus trouver un indicateur, effectivement, plante qui reflète cet état hydrique de la plante. Donc après, le vecteur, que ce soit drone, satellite ou autre, c'est pas important. La question, c'est de savoir quel capteur nous donne un indicateur agronomique pertinent. Oui, parce qu'on parle satellite, mais en fait, satellite, c'est un véhicule, c'est-à-dire que c'est le véhicule sur lequel il y a des prises d'images. Comme l'a dit Clémence, ça peut être un drone, un avion, un satellite, si on parle en termes d'échelle. Le nerf de la guerre, ça reste la corrélation entre l'image, ce qu'on peut y analyser, et l'état de la plante et l'action derrière. Merci, ce sera le mot de la fin, sauf s'il y a une question dans la salle. Je regarde, il n'y a pas de questions. En tout cas, merci beaucoup Clémence et Adrien d'avoir participé à cet échange. On va laisser la place. Il y a François Bayrou qui doit intervenir normalement sur ce plateau dans quelques minutes. Et puis nous, on se retrouve à 16h pour la dernière table ronde.